des questions particulières. Ce silence est éloquent. Que se passe-t-il ? Madame. Oui, ça n'a rien à voir, mais moi je ne suis pas d'accord sur le terme quand vous parlez de trisomique ou de l'handicapé. Moi je pense qu'on peut dire la personne avec une trisomie ou la personne avec un handicap, parce que ce sont d'abord des personnes et qu'on ne parle pas du trisomique. Ça fait plusieurs fois que vous avez dit quand vous avez commencé les trisomiques. Moi c'est un terme que j'emploie jamais et avec lequel je ne suis pas d'accord. Et puis juste, je voulais aussi citer, l'UNAPI aussi a fait un guide de l'accessibilité qui est sorti il y a plusieurs années, on n'en a pas parlé, mais il est aussi très bien. Oui, il est sorti il y a plusieurs années, il sert de base pour beaucoup de choses, effectivement. Alors, vous avez raison, moi quand je parle entre nous de nos enfants, je parle des personnes accueillies. Oui, mais ça dépend un petit peu de l'endroit où on se trouve, tout ça. Je peux vous dire qu'à ces journées aux journées de nous aussi, le président s'est fait interpeller parce qu'on lui a demandé comment il fallait les appeler. Il a dit les travailleurs en ESAT. Il s'est fait interpeller parce que ses adhérents lui ont dit on n'est pas tous travailleurs. Voilà. Tout à fait. Mais ça, il y a des tas de mots et on sait, si vous voulez, suivant l'endroit où on se trouve, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, la notion du mot père, hein, c'est pareil, c'est l'endroit où on se trouve, le contexte dans lequel on le met. Juste rajouter quelque chose, Madame, je suis entièrement d'accord avec vous, avec ce que vous avez dit, et je voudrais juste rajouter qu'il y a des recommandations européennes sur, il y a un petit document qui existe pour toutes les langues du coup, sur ce qu'il faut effectivement utiliser comme terminologie ou pas. Et effectivement, ce sont avant tout des personnes. Alors on n'est pas tous forcément d'accord, soit avec trisomie, atteinte de trisomie, mais en tout cas, ce sont des personnes. Après, le reste, on peut en discuter. Tout à fait, et en plus, quand on fait des sensibilisations extérieures, on cherche justement à supprimer la différence. Donc, c'est encore, vous voyez, on va encore plus loin. Je voudrais juste ajouter, il y aura très prochainement un colloque sur l'autisme à l'Institut Pasteur. C'est la première fois que je vois écrit les personnes avec autisme. C'est pour ça que je pense que le terme « avec » est plus consensuel au niveau de l'Europe, parce que c'est « person with Down syndrome » with trisomy 21. Finalement, ça permet d'avoir un consensus suivant les langues, parce que ça aussi, c'est important. Nos voisins n'utilisent pas le mot trisomique, voilà. J'aimerais simplement vous rassurer, dans l'association dont je suis vice-président, on ne parle pas d'handicapés, on parle de résidents. Et comme ça, on évite ces problèmes de sémantique que vous avez évoqués. Et autre question. Oui. Monsieur Richard. Oui, Bruno Le Maire, vous avez parlé donc des pictogrammes et vous avez l'air un petit peu dubitatif sur le fait qu'ils puissent jouer un rôle très intéressant ou aussi vous êtes un peu peut-être semble réticent sur l'utilisation mélangée du langage et des pictogrammes. Est-ce que vous pourriez peut-être un peu élaborer, parce que il y a quand même une tendance qu'on a nous dans nos textos de mettre des pictogrammes partout. Alors, est-ce qu'il ne faut pas se modérer un petit peu quand on essaye de faire du langage accessible ? Se modérer peut-être. Non, les pictogrammes, je suis tout à fait favorable aux pictogrammes et aux photos et aux dessins. Ça anime un texte. Seulement, le problème qu'il y a avec les pictogrammes, c'est qu'il n'y a absolument aucune normalisation. Donc, on va employer différents pictogrammes pour dire la même chose. Et c'est le meilleur moyen pour faire confusion. Voilà où est le problème sur les pictogrammes. Les photos, ce n'est pas le cas. Les photos, ça représente la personne ou le lieu. Donc là, c'est vraiment unique. Donc on est tranquille. Le dessin, la même chose, c'est aussi quelque chose qui est unique. Le pictogramme, c'est quelque chose qu'on voudrait universel et qui n'y arrive pas pour l'instant. Ce sont des demandes qu'on fournit qu'on demande fait partout et qu'on n'arrive pas à avoir. Ça fait partie des projets, mais comme tout à l'heure actuelle est en plein de bonnes intentions, on attend la réalisation et les crédits pour pouvoir le faire. Autre question ? Monsieur ? 2 points. Un sur l'autodétermination. Il y a effectivement un point tout à fait central que vous avez cité, qui est l'influence indue.
Je crois que c'est vraiment le point difficile dans l'autodétermination. On est tous sous influence. Aucun de nous n'est parfaitement indépendant, fort heureusement. Et surtout, ce qu'il faut éviter, c'est la traduction influence indue égale influence de la famille. Hein, ça, c'est... Non, mais il y a... Non, c'est un danger dans certains coins. Je suis désolé, c'est une tendance que peuvent avoir certains. On écarte de la famille parce que c'est une influence indue. Il faut faire attention. Je dis pas que c'est vrai, enfin que c'est la politique de nos associations. Je dis que c'est un danger que j'ai vu dans un certain nombre de fois. Le deuxième point, c'est sur la gouvernance avec vis-à-vis donc de la représentation. Et le plus caractéristique, c'est les conseils d'administration. C'est vraiment l'endroit. On commence à avoir un certain nombre d'adultes dans nos conseils d'administration, et c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Et je m'étais fait la réflexion à propos du budget, par exemple. Hein, à la limite, le réflexe de dire aujourd'hui on parle du budget, donc c'est pas la peine que vous veniez. Hein. Et en fait, les 3/4 des administrateurs, ils ne devraient pas venir quand on parle du budget parce qu'ils ne comprennent pas non plus. Là, je pense, et c'est là où il y a une réflexion qui est intéressante et qui est vraiment de la gouvernance. Parce que si on parlait du budget en parlant des objectifs du budget et en quoi ce budget va se traduire pour les bénéficiaires, on pourrait effectivement discuter dessus avec nos adultes, et ensuite les techniciens transformeraient ça en chiffres. Hein, et c'est là où il y a vraiment une réflexion à avoir. Qu'est-ce qu'on discute dans un conseil d'administration qui peut permettre effectivement aux bénéficiaires d'être vraiment partie prenante. Voilà, c'était juste une petite réflexion. Oui, juste sur les influences indues ou exagérées, je pense qu'elles viennent de partout. Elles viennent de la famille, c'est certain, parce qu'il y a une charge affective forte, mais aussi des professionnels des services, mais aussi de l'école. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure de conflit de loyauté. Effectivement, le pire, c'est bien quand il y a deux influences indues contraires. Alors ça, après, c'est impossible. Mais comme vous l'avez dit, hein, on est tous sous influence. Donc après, comment on définit ce qui est exagéré et ce qui ne l'est pas, ça, moi, j'ai pas de réponse. Après, pour la question des conseils d'administration, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais plus j'avance dans la réflexion, plus je me dis qu'une des clés à tout ça, c'est justement ces groupes d'autoreprésentants où on va donner aux personnes la possibilité de réfléchir entre eux en amont, de faire le lien avec le CA. Est-ce qu'il faut qu'ils siègent au CA ou pas? C'est une autre question, il faut en débattre. En tout cas, s'ils y siègent, à mon sens, ils y siègent tout le temps. On est élu, comme tout le monde, on est élu pour tous les conseils d'administration. On ne va pas dire à des personnes c'est le budget, vous pouvez partir, ça ne vous concerne pas. Donc effectivement, il faut éviter ça. Mais le groupe d'autoreprésentants va permettre un travail en amont et va permettre de s'emparer d'un certain nombre de points à l'ordre du jour. Dans un CA, mis à part le président, j'espère, il y a peu de gens qui s'emparent de tous les points à l'ordre du jour. Donc on peut aussi considérer que les personnes peuvent s'emparer d'un certain nombre de points sur lesquels ils vont pouvoir discuter, apporter des propositions, poser des questions. C'est un peu comme ça que je le vois. Mais c'est effectivement une question complexe. Mais si la participation à un CA, c'est un affichage, c'est une personne assise sur une chaise pendant 3 heures, mais qui ne comprend rien à ce qui se passe, pour moi, c'est de la maltraitance. Entièrement d'accord. Mais alors là, il y a effectivement un gros travail à faire sur la représentation, parce que moi, je me suis souvent aperçu effectivement que souvent les jeunes préparaient ce CA avec une aide et ne se retrouvaient pas ensuite dans ce qui en sortait. Et je ne reproche pas à l'aide, c'est très très difficile. On est vraiment dans un apprentissage. D'où l'importance, d'où l'importance de former des gens que nous on appelle des facilitateurs, on peut les appeler autrement, mais de former des gens à cet accompagnement-là, que ce soit des bénévoles, des professionnels. Personnellement, j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux que ce soit des bénévoles, ni des parents ni des professionnels, mais qu'on les forme à cet accompagnement-là, parce que c'est une fonction qui est difficile pour qu'elle soit bien effectuée. À l'UNAPI, nous avons le président de Nous aussi,
qui est administrateur, qui a été élu par l'Assemblée générale. Ce n'est même pas un membre de droit, c'est un membre à part entière élu. Donc on a commencé à le faire. Lui, il n'a pas besoin de facilitateur pour venir. Il arrive très bien à se débrouiller. Et je peux vous dire que ça fait du bien au CA parce que de temps en temps, il nous calme en nous disant qu'on va trop vite. Là, je vais vous faire part simplement de notre expérience personnelle sur cette question. Je crois qu'il faut partir de la réalité. Avec nos résidents, je ne sais plus comment il faut les appeler maintenant, je suis très inquiet, madame. La question qui se pose, c'est qu'il y a une certaine fragilité inhérente à la situation de nos enfants. Donc, il faut trouver une solution de garde-fou qui ne soit pas une influence indue, mais qui soit une guidance, enfin un soutien. J'aime pas le mot soutien d'ailleurs parce qu'il donne un caractère péjoratif. Il faut trouver une solution d'encadrement suffisamment souple, permettant le dialogue et permettant à l'individu de s'épanouir. C'est très important. Cet épanouissement, comment essayer de le développer? Certes, il y a l'influence de la famille qui est fondamentale, et j'insiste là-dessus. Certes, l'association et l'équipe pluridisciplinaire qui encadre nos enfants dans le cadre des différentes associations est un élément fondamental. Et puis il y a le milieu professionnel, dans la mesure où c'est possible, qui est un troisième élément, et puis également le milieu des loisirs, qui est un élément très important parce qu'il n'est pas hiérarchique. Donc, comment adapter la gouvernance de nos associations compte tenu de cette contrainte qui est une donnée de fait. Et là, elle est incontournable, c'est une réalité. Après avoir connu des associations de parents, et Monsieur Richard, vous vous rappelez, on a eu quelques expériences dans ce domaine, ayant connu des associations de parents d'enfants handicapés, ayant connu d'autres associations où les professionnels étaient dominants, je dois dire aujourd'hui que personnellement, j'évolue vers la solution suivante, des conseils d'administration composés de représentants de parents minoritaires, j'insiste, minoritaires, des personnalités extérieures connaissant l'handicap et des personnalités extérieures de la vie civile. Pour une ouverture, il ne faut pas rester, j'allais dire, cloisonné dans l'handicap. Il faut une ouverture. Et je crois qu'il est très important au sein du Conseil d'avoir des personnalités extérieures qui voient l'handicap de l'extérieur parce qu'ils ne sont pas directement concernés. Voilà. Bon. Madame. Bonjour, je m'appelle Salomé, je travaille en ESAT actuellement et c'est une association qui s'appelle l'APTE et j'ai voulu faire une formation dans mon ESAT et ils m'ont dit non, il n'y a pas d'argent, vous ne pouvez pas la faire. Je ne sais pas quelles sont les circonstances, Salomé, mais est-ce qu'il est possible pour toi, je te tutoie, on se tutoie, voilà. Est-ce qu'il est possible pour toi d'avoir recours à une autre personne qui puisse t'aider dans la discussion avec ton ESAT? Très difficilement. Voilà, voilà. Parce que la solution, elle passe quand même souvent par une autre personne, une tierce personne, une troisième personne qui va venir t'aider dans la discussion. Donc d'où l'importance de ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir quelqu'un qui vienne t'aider. Mais on peut en discuter. Mais je trouve ça dommage au niveau de certains handicaps, des gens qui sont en capacité de faire des formations après. Bien sûr. Mais malheureusement, souvent, il faut argumenter, il faut prouver que vous êtes capable. Et c'est toujours un chemin difficile. Parce que j'en ai fait un peu, j'ai voulu continuer et on m'a dit... là, j'ai fait pas assez d'argent et des choses comme ça. Donc, moi, je trouve ça un rejet. Je comprends. Pour ça, voilà. Alors, si vous voulez, je ne vais pas répondre directement à votre question, mais je vais quand même vous donner un élément de réponse. Les membres du conseil d'administration sont élus par l'Assemblée générale. Et
très souvent dans les associations, il y a une présentation par le conseil d'administration lui-même pour savoir si la personne peut apporter ou non quelque chose de positif à l'association. Et là où vous avez une difficulté, et d'ailleurs vous êtes confronté à ce problème, c'est qu'il y a deux choses. Il y a la formation à cette mission et vous avez l'exercice de la mission elle-même. Et je reconnais que c'est délicat et il faut, d'un certain côté, vous pouvez considérer qu'il y a un fossé entre les deux. Voilà. Alors, sur ce point-là, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a des organismes qui facilitent cet apprentissage, si je puis dire. Je pense à l'URIOPS. Je ne sais pas s'il y a des représentants de l'URIOPS ici. Moi-même, j'ai suivi des formations URIOPS qui sont des éléments pour faciliter cette connaissance de la mission confiée, de la responsabilité qui doit être assumée par les membres du conseil d'administration. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je pense que vous pourriez vous adresser à un organisme de ce type. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Monsieur ? Moi, j'avais une question, une remarque, question, qui était la limite de responsabilité dans un CA. Un membre de CA a une responsabilité même dès qu'il est membre élu. Et quid d'un membre qui serait sous curatelle ? Alors écoutez, moi je vais être très, très direct là-dessus. Je crois qu'on ne peut pas envisager dans un conseil d'administration quelqu'un qui est en position de tutelle ou de curatelle. Ça, tutelle, c'est certain, même curatelle. Pourquoi ? Parce que il faut trouver dans votre système de gouvernance les moyens nécessaires pour que l'information remonte. Mais là, je crois qu'il faut être très clair. Compte tenu des budgets gérés par les associations, la mission d'un conseil d'administration est fondamentale parce que si vous avez des dysfonctionnements au sein de votre conseil, votre prix de journée risque de disparaître. Et donc, c'est l'association elle-même et les résidents qui risquent d'en supporter les conséquences. Donc là, il y a un certain travail. Nous, on n'est plus dans la démocratie, on est dans la responsabilité de gestion. Et je crois que là, il faut bien distinguer les deux. Il va y avoir une évolution au niveau des mesures de protection. On est en train d'en parler, puisque la France s'est fait rappeler à l'ordre par les Nations Unies, si ma mémoire est bonne. Comme quoi la tutelle était quelque chose qui n'était pas autorisé. Enfin, qui n'était plus valable, parce que c'était une mesure de substitution. Donc ça enlève l'autonomie, ou tout du moins une certaine partie d'autonomie à la personne, par rapport aux autres pays qui l'autorisent. Donc il va y avoir une évolution, laquelle on ne la sait pas encore. Ce sera certainement remplacé par des mesures différentes. Il restera tout de même une mesure proche de la tutelle, mais c'est en cours de discussion tout ça. Donc à l'heure actuelle, on ne peut pas aller au-delà. Pour la curatelle, ils ont tout à fait le droit d'y être, tout de même. Pour la curatelle, ils ont tout à fait le droit d'être à la conseil d'administration. Tutelle, non, puisqu'ils sont représentés par... Ça dépend si c'est curatelle simple ou curatelle renforcée. Ils sont toujours... Non, il n'y a que la tutelle où ils sont représentés. La tutelle, ils n'ont pas le droit de vote. Après, c'est Oui. Pour la curatelle simple ou assistée, ils sont assistés. Oui. Bonjour. Voilà, donc moi je fais partie d'une association donc, qui est Altea et je participe au CA d'Altea. Voilà, avec Simon qui est à côté de moi là-bas. Voilà. Félicitations. Et on parle de et on parle de quoi ? On parle essentiellement de la danse. Est-ce que je fais de la danse à Altea et du théâtre. Je vous félicite. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Madame. Là, vous demandez, je trouve quand on est sous curatelle ou tutelle, quand on est autonome, c'est un blocage un petit peu. Ça oblige à se renforcer au niveau de l'autonomie.
Monsieur le maire, vous voulez répondre ou voulez-je répondre? C'est difficile de vous répondre, puisque si vous êtes sous tutelle ou sous curatelle, c'est qu'il y a eu un jugement avec le juge et tutelle qui a pris un certain nombre de dispositions pour pouvoir rendre son jugement et vous proposer la mesure qu'il estime la plus juste. Oui, mais comment il peut être autonome au niveau de son argent par rapport à ça? S'il est sous tutelle, malheureusement, il est toujours représenté pour un certain nombre d'actions. Il y a des actions qu'il peut seul lui faire, hein, le domicile, les amis et compagnie, tout ça, c'est de son domaine. Mais il y a des actions qu'il ne peut pas faire tout seul. C'est la restriction qui est faite justement de la tutelle. Je suis d'accord, mais au bout de combien d'années il va devenir autonome vu qu'il est sous tutelle ou curatelle? La mesure est réétudiée tous les 5 ans. Voilà mon opinion. Voilà. Merci. Justement, elle est réétudiée tous les 5 ans au cas où il y a des changements dans l'évolution, qu'ils soient dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et s'il arrive que ce soit dans le bon sens, comme vous le dites, heureusement. Merci. S'il vous plaît. Autre question? Oui, juste une remarque. Est-ce qu'il y a ici? Est-ce qu'il y a un document qui est ou qui sera préparé en facile à lire pour justement les curatelles et les tutelles? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont dans ce cas-là et qui n'ont peut-être pas compris, donc ce serait œuvre utile, mais ça existe peut-être. Voilà, Madame Landon, c'est une très bonne idée. Nous sommes en train d'y penser justement à une API. Je fais partie de la commission de protection juridique à une API. Donc on est en train d'y penser, mais on est comme vous tous, pas mal débordés et on le fait au fur et à mesure. C'est dans les tuyaux, ça va arriver. Quand? Je ne sais pas encore. Oui, madame? Oui, je voulais juste vous poser une question. Moi, je suis assez sensible à ces problèmes d'accessibilité et de comment communiquer avec les personnes qui ont une déficience cognitive. Et je me demandais par rapport aux éducateurs qui sont quand même les premiers, les professionnels, les éducateurs, dans les centres, notamment les éducateurs, comment est-ce qu'ils sont formés pour ça? Parce que j'ai l'impression, notamment, moi, ma sœur, donc comme vous le voyez ici, elle a une trisomie 21. Et j'ai l'impression, quand elle me parle de ses éducateurs et de la façon dont les choses lui sont imposées, que finalement, en fait, elle n'a pas une grande possibilité de s'exprimer finalement. Et du coup, je me demandais, dans les associations, si vous avez un moyen pour former les éducateurs, pour leur proposer des formations pour communiquer avec les résidents. Je pense qu'on va vous répondre en fait la même chose, c'est qu'on a les associations, que ce soit l'UNAPI ou Trisomie 21 France, on a un centre de formation qui propose des formations aux professionnels. Je ne sais pas si c'est une réponse qui... Du coup, est-ce qu'ils sont... ils n'ont aucune contrainte, c'est au choix ou c'est pas inclus? Alors, du coup, pour ce qui concerne Trisomie 21, on a... Chaque association départementale, Trisomie 21 France est une fédération, chaque association départementale l'association énonce un certain nombre de formations prioritaires. Donc après, à l'association de mettre en priorité. Nous, par exemple, on a mis en priorité une formation qui est connaissance de la trisomie 21, ce qui semble être la moindre des choses, mais aussi une formation à l'autodétermination, destinée aux familles d'un côté, aux professionnels, aux personnes avec une trisomie elles-mêmes. Et ces formations sont identifiées, sont étiquetées comme prioritaires. Donc, on considère que chaque salarié a le devoir de se former sur ces domaines-là. Alors déjà, nous, au niveau local, je fais pratiquement tous les 2 ans une soirée d'information sur ce thème-là. Elle est ouverte aux éducateurs et aux familles. Malheureusement, les éducateurs ne se précipitent pas. Mais ça, on ne peut pas les forcer. Ça, c'est une première chose. Et puis, j'ai surtout organisé, il y a 2 ans, une formation pour les professionnels, les éducateurs, chefs de service, en faisant venir l'UNAPI, en précisant quels étaient les droits qu'avaient les établissements par rapport à des gens qui sont sous mesure de protection. Donc ça, je l'ai fait. Et puis ce que l'on a fait surtout, c'est qu'on a édité récemment au niveau de l'UNAPI des petits cahiers qui reprennent les mesures de protection, pour chaque mesure de protection, les droits de la personne, la santé et le troisième, je ne sais plus lequel c'est,
Le deuxième volet de la protection juridique, c'est pour tout ce qui concerne l'argent. Ce sont des petits cahiers qu'on a édités. Je ne sais pas s'ils sont libres sur Internet, mais si vous le souhaitez, je vous les envoie. Oui, bien sûr, je suis intéressée parce que, en fait, donc moi j'ai fait une recherche bibliographique sur un plan scientifique, en fait, puisque je suis chercheur. Et il y a des études qui sont faites justement sur ces aspects de communication avec les personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites aussi, notamment, enfin beaucoup, non pas tellement, mais surtout dans les milieux anglo-saxons, pour voir comment former les personnels, en fait, pour apprendre à juste respecter la volonté des personnes et les aider à s'exprimer. Et en fait, c'est un problème qui n'est pas du tout simple, et j'ai l'impression qu'il y a un des verrous, il est vraiment là, quoi. Il est vraiment aux gens qui sont au contact, et nous aussi, en tant que chercheurs, pour que ces personnes soient plus sujets, en fait, mais qu'elles soient aussi participantes, quoi. Tout à fait. Et c'est un problème qui est complexe. Et c'est un petit peu pour ça que, si vous voulez, qu'on insiste auprès des personnes, enfin des familles, pour qu'il y ait une mesure de protection pour leur enfant, justement pour faire l'équilibre entre l'éducateur et la famille par rapport à l'enfant. Merci. Oui, sur ce sujet-là de la formation des éducateurs spécialisés, là on est dans le domaine où justement la loi de 2005 n'a pas encore produit tous ses effets. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement, donc comme on l'a dit, de paradigme, puisque maintenant on passe à la citoyenneté et la participation. Et le problème est que la formation de beaucoup de personnes, et en particulier des éducateurs spécialisés, n'a pas fait son aggiornamento. C'est-à-dire que les instituts régionaux de formation des travailleurs sociaux, parce que le problème essentiel, c'est celui de la formation initiale de ces travailleurs sociaux. Il y a ce que font évidemment les associations, mais je parle de la formation donnée dans le cadre du service public. Et la formation initiale et aussi d'ailleurs la formation postérieure, la formation continue des travailleurs sociaux ne s'est pas encore adaptée. Donc vous avez encore sur place des travailleurs sociaux qui sont évidemment plutôt dans l'esprit du concept ancien de la personne handicapée, et donc avec des rapports beaucoup plus hiérarchiques qui ne font pas appel à leur participation. Donc il est prévu de faire une adaptation de ces enseignements, mais là, on n'a toujours pas avancé. Je peux vous dire une chose, c'est que moi, quand je m'occupais de l'Onfri, on a demandé à corps et à cri, à la DGAS, à la Direction Générale de l'Action Sociale, de faire une circulaire pour rappeler à l'ensemble des instituts régionaux de formation des travailleurs sociaux qu'il fallait adapter leur enseignement, parce qu'ils ont une certaine autonomie dans les enseignements, qu'il fallait adapter leurs enseignements à la loi de 2005. Cette circulaire n'a jamais été faite. On a un vrai problème là de retard de la formation initiale des travailleurs sociaux. C'est certain, mais on a tout de même un grand espoir, c'est que tous nos établissements vont être passés à l'évaluation externe. Et ça va être l'un des sujets de l'évaluation externe. Donc ça va par obligation, ils vont être obligés d'y arriver. C'est l'espoir que l'on a. Moi, je voudrais quand même ajouter un point qui est fondé sur une simple expérience. C'est que ce que je peux vous dire, c'est que de même que vous avez des travailleurs sociaux qui sont parfaitement aptes à s'adapter au type d'handicap, il en va de même avec les instituteurs. Vous avez des instituts qui sont remarquables et qui s'adaptent très facilement. Vous en avez d'autres qui n'ont aucune appétence pour l'handicap. Et ça, ce n'est pas des lois qui vont régler le problème. C'est un problème d'attitude personnelle. Moi, c'est quand même un élément fondamental. Voilà. Autre question. Monsieur ? Je suis un peu hors sujet, là, peut-être. Mais les entreprises réfléchissent, bien sûr, à l'intégration, on va dire, des personnes fragiles. Et il y a eu un séminaire dans une entreprise, que je ne vais pas nommer. Le thème était l'intégration de la fragilité. Quel intérêt pour l'entreprise ? Et la conclusion, je vais y aller tout de suite, et puis ensuite j'irai même sur une proposition pour le monsieur du conseil régional tout à l'heure, puisqu'il nous a dit qu'il ne fallait pas se quitter sans prendre une décision, ou enfin une proposition tout du moins. On découvre que l'inclusion de la fragilité d'entreprise induit chez l'ensemble des collaborateurs un sentiment de sécurité. C'est-à-dire que quelque part, les gens se disent, si l'entreprise est sensible à la fragilité, le jour où je serai fragile, elle sera sensible à mon cas personnel. Ça, c'est un premier élément.
Deuxième élément, on découvre que vous avez une diminution des tensions sociales, vous avez du lien qui se crée, et curieusement, et ça a été mesuré, vous avez une augmentation de la production, de la productivité globale de l'entreprise, comme si les gens intuitivement, indirectement, se mettaient à surproduire, se sentant mieux peut-être, plus sécurisés, mieux dans l'entreprise. La production globale s'en trouve accrue. Donc, je veux dire, non seulement il y a de l'humanisme dans l'intégration, mais il y a autre chose, il y a de l'intérêt. Hein. Voilà, alors je saute maintenant sur la proposition pour le conseil régional. Le conseil régional, très souvent, lance des appels d'offres concernant des travaux X, Y, Z. Pourquoi pas inclure dans les critères de choix des entreprises, puisque c'est légal en plus, un critère lié au taux de participation de personnes fragiles dans l'entreprise. Il est de 6%. On mettrait une note, qu'on met une note sur le prix, sur le planning, sur la sécurité, sur la qualité, sur tout ce que vous voulez. Et bien on rajouterait ce critère. Voilà, et les entreprises vertueuses, entre guillemets, auraient un petit avantage par rapport aux non vertueuses. Vous n'êtes pas du tout hors sujet, merci. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, l'an dernier, le 1er janvier, si ma mémoire est bonne, le Premier ministre a signé une circulaire indiquant que tout projet de loi devait prendre en compte les personnes handicapées. C'était le Premier ministre qui signait cette circulaire. Vous voyez où on en est. Je crois que votre témoignage est très important. Et je crois qu'elle s'inscrit parfaitement dans la dimension du rôle social de l'entreprise dans la société moderne. Je crois qu'il y a une évolution qui est en cours, évolution difficile, qui prendra du temps, mais effectivement l'entreprise est un lieu de production, de commercialisation, mais notamment les grandes entreprises ont et devront de plus en plus prendre un rôle social, intégrant donc totalement les personnes laissées pour compte. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Je fais partie aussi du conseil d'administration du théâtre sur les 6% working people dans des entreprises. Nous, on sensibilise le handicap dans toutes les entreprises. Et c'est bien de parler du handicap parce que les entreprises nous payent nous voir. Donc c'est super sympa. Et ce que je voulais savoir, est-ce que la loi du handicap a été adoptée ? La loi de 2005 a été adoptée, mais depuis 2005, il n'y a pas eu de loi particulière. D'accord, mais les politiques n'ont jamais parlé assez, n'ont jamais parlé du handicap. Mais pas assez. C'est possible, mais alors là, si vous voulez, je ne suis pas politique, donc je ne peux pas vous répondre. On fait beaucoup de sensibilisation. Il y a des fois où c'est entendu, il y a des fois où ça n'est pas entendu, malheureusement. Autre question ? Monsieur. Oui, juste une petite réflexion à propos des organismes de formation, puisque je suis dans la partie, et à propos de ce qu'on appelle la communication alternative, et puis en ce qui concerne l'ingénierie de formation, pour dire que les choses vont prendre de très nombreuses années. Il faut prendre conscience que dans notre société, on en est à reculer déjà de plusieurs années, voire même jusqu'à 10 ans, l'accessibilité physique. Et on voudrait d'un seul coup, au niveau des organismes de formation, etc., enfin de toutes les structures, faire rentrer les gens au niveau de... Donc tout ça, je pense que ça doit prendre du temps, progressivement. Et puis, travailler aussi interassociativement, puisque par exemple, en ce qui concerne l'autisme, on est effectivement poussé en matière de communication, et il y a de très bons formateurs en ce moment pour monter un certain nombre de choses, mais très simple. Deuxièmement, le langage de communication qu'on met en place, il est en interaction avec les personnes. Et selon les endroits et les lieux, c'est vécu de façon très différente. Et donc quelque chose qui vient un peu trop du haut, c'est pas forcément quelque chose de productif. Il faut ainsi une interaction, et ça prend du temps. Donc, par exemple, dans l'éducation nationale, on a un gros problème par rapport à, justement, faire accéder, rendre accessible ce qu'on appelle les savoirs, et en particulier ceux qui sont déjà un tout petit peu de l'ordre de l'abstraction. Et là, c'est compliqué.
Et donc on se retrouve avec le même type de phénomène en se disant que le chemin va être effectivement très long. Et ça demande une coopération entre nous tous. Voilà, c'est un commentaire. Oui, mais les étapes dont vous parlez pour les 9 ans, en fait, c'est 9 ans, c'est pas 10. Hein. C'est 9 ans. Ça concerne surtout les travaux à faire pour rendre accessibles les fauteuils roulants. Or, ici, ce n'est pas le fauteuil roulant qui nous intéresse. Ce n'est pas du même ordre. Ce que l'on demande, c'est un changement d'attitude par rapport aux personnes qui nous concernent. Ça, il n'y a pas besoin de 10 ans pour le faire. C'est juste un bon vouloir pour le faire. Ça ne demande pas beaucoup de crédit non plus. Mais on n'y arrive pas. Encore faut-il avoir une société inclusive aussi. Hein. Tout à fait. Bon, parce que là derrière se profile la question, par exemple, qui va voter au moment des élections. C'est d'actualité. Il y a énormément de questions, je veux dire, qui sont toujours sur le même départ. En se disant, voilà, quelle place on veut faire au sein même de nos organismes, partout, hein, que ce soit organismes de formation, gestion, et comment cette communication peut tirer les personnes par le haut, hein, parce qu'en fait, c'est quand même ça. On nous demande, par exemple, dans notre société aujourd'hui, d'améliorer la qualité en ESAT, d'améliorer la qualité en centre de formation et tout, et on est vraiment là au cœur d'un problème important. Et on ne pourra s'en tirer qu'avec... Il n'y a pas de solution toute faite. Et au niveau de l'accessibilité, on travaille en interassociatif, hein, puisqu'on fait des formations, on fait des sensibilisations auprès de tous les personnels des TCL à Lyon. Et en interassociatif, les 4 types de handicap ensemble. Alors, pour ce qui concerne les problèmes d'accessibilité physique, je crois qu'il est bon d'en dire un mot. Et évidemment, le représentant de la région a été bien mieux placé que nous-mêmes pour y répondre. Je crois que le point fondamental était un problème budgétaire. Parce que si vous voulez mettre tous les établissements scolaires dans un état d'accessibilité, le coût est tel, et même les nôtres, enfin je n'ose pas trop en parler, on serait dans une situation extrêmement délicate compte tenu des restrictions budgétaires actuelles. Autre question ? Ça sera la dernière parce que je crois qu'on arrive en limite. Monsieur Richard, vous me laissez 1 minute. Si. Autre question ? Ah oui, 1, 2. Ça va être 2 questions. Je voudrais demander à Mme Dupas de Trisomie 21 France, quel est le taux de participation des gens, enfin des associations Trisomie 21 et des extérieurs aux différentes formations qui sont dispensées par Trisomie 21 France ? Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, vous m'excuserez. On a un taux de participation extérieure trop faible pour l'instant, effectivement. C'est que notre centre de formation fonctionne majoritairement à l'intérieur du réseau Trisomie 21. On essaie de s'ouvrir vers des publics extérieurs. Ça commence, mais c'est effectivement très minoritaire. Mais je n'ai pas les chiffres, je suis désolée. Ça serait intéressant de les avoir. Mais bon, vous me dites que c'est minime des participations extérieures. C'est minime, c'est minoritaire. C'est en progression, mais c'est encore minoritaire. Trop minoritaire. Parce qu'au niveau des associations départementales, il y a quand même des formations ou des informations qui se font au niveau de l'éducation nationale pour les AVSI, pour les futurs professeurs des écoles. Ça se fait un petit peu, mais par l'intermédiaire des associations départementales. Après, nous, on n'est pas formateurs de l'éducation nationale, hein, donc a priori, on fait des interventions, c'est-à-dire qu'on participe à des interventions. Nous, régulièrement, par exemple, sur la Loire, je vais parler de ce que je connais, sur la Loire, on participe à la formation des AVS, on participe à des colloques ou des enseignants auxquels on apporte notre contribution, mais l'éducation nationale a son propre système de formation. Merci. Dans le Rhône, en fait, notre collectif d'associations à la courte échelle, qui rassemble 25 associations, participe beaucoup à la formation des AVS. On a un partenariat assez fort avec l'éducation nationale pour ça. Voilà. Ouais. C'est pour des raisons historiques, parce que on a été là au bon moment et puis on a essayé de maintenir ça, mais c'est régulièrement remis en cause, en particulier dans le cadre de la professionnalisation des AVS. Je crois que la loi impose qu'il y ait un appel d'offres et
peut-être que ça va nous échapper. On le regrette un petit peu, parce que c'est vrai que c'est une grosse implication des associations. Mais c'est vrai que c'est difficile d'aller au-delà de ça, au-delà de la formation des AVS, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Si, je vois qu'il y a une question. Madame, c'est la dernière. Oui, non, c'est pas une question. Je voulais faire la pub pour un livre qui vient de sortir. Je ne sais pas si la caméra, voilà, on le voit pas bien, enfin c'est à l'envers en plus. Donc ça s'appelle Le handicap en entreprise, puisqu'on parlait d'entreprise, contrainte ou opportunité pour l'interrogation vers un management équitable de la singularité. Et donc, pardon. Oui. Guy Tisserand, c'est un ancien champion olympique, paralympique, enfin plutôt paralympique de tennis de table. Et donc qui a monté un cabinet TH Conseil, qui est d'ailleurs à Villeurbanne, donc pas très loin d'ici, et qui explique qu'en fait, surtout pour le handicap mental, il faut déconstruire tous les préjugés et les stéréotypes, et il y en a en ce qui concerne nos enfants. Merci de cette communication qui est très intéressante, et je vous invite donc à lire cet ouvrage de M. Tisserand. Je voudrais remercier Cécile Duras. Excusez-moi, il y en a un autre aussi qui vient de sortir, M. Julien Perfumeau, si certains connaissent, il en avait écrit un premier qui s'appelait « Voulez-vous de nous ?», où il parlait donc beaucoup des stages en entreprise des personnes porteuses de trisomie 21, et il vient d'en sortir un deuxième aussi sur donc les personnes avec trisomie 21 en entreprise. Jamais 203. Bravo. Bien. Écoutez, merci. Merci, monsieur. Nous vous laissons 15 minutes et ensuite, on abordera la vie amoureuse de nos amis. Voilà.